l'addiction au sport, c'est comme son nom l'indique, ça fait partie des addictions, avec une particularité que c'est ce qu'on appelle une addiction comportementale. Donc finalement, ce qu'on appelle l'objet addictif pour les psychologues, Ouais. c'est un comportement, c'est pas une substance. Euh, mais les addictions au sens large, ça reste quelque chose qui est défini comme maintenant euh, une vraie maladie qu'on dit de la récompense cérébrale, qui est liée à probablement des troubles de neurotransmission dans les circuits de la récompense au niveau cérébral. Et puis donc la particularité dans le sport, comme je disais, c'est que c'est un comportement, puis qui est en plus un comportement qui est habituellement jugé normal dans une vie standard, quand il ne prend pas trop de place, à l'inverse des substances, parce que tout le monde sait que boire de l'alcool, fumer, prendre des drogues, c'est pas bon pour la santé, alors que les addictions à des comportements, ça peut être le sport, les jeux, le sexe, puis c'est bon pour la santé de faire du sport, c'est normal d'avoir des relations sexuelles, c'est bon pour les relations sociales de jouer au poker de temps en temps entre amis. Donc c'est ce qui les rend un petit peu particulières, puis aussi difficiles à dépister au départ, parce que ça a plutôt une connotation positive au départ, quand c'est pratiqué de façon contrôlée et que ça ne prend pas trop de place dans la vie. Euh, Après, il y a une vraie définition de l'OMS qui date d'il y a 4 ou 5 ans, donc qui résume assez bien ça, c'est défini comme un besoin irrépressible de pratiquer régulièrement, enfin avec des temps importants et intensément une activité sportive euh, dans le but d'avoir une gratification immédiate, malgré éventuellement des conséquences sur le long terme qui peuvent être négatives sur le plan physique, psychologique ou social. Donc ça, c'est aussi une caractéristique qui existe aussi dans les addictions aux substances, c'est que par rapport à ce comportement, les gens vont avoir des symptômes ou des éléments qui peuvent nous alerter un petit peu, qui sont que ils vont souvent avoir une irritabilité, une sensation impérieuse de devoir réaliser leur activité sportive. Euh, Tout va être organisé dans leur vie pour pouvoir le permettre. Et ils vont ressentir un certain soulagement quand ils le font, une sensation souvent de bien-être même. Et ça va prendre une place importante qui peut couper les relations sociales, entraîner des conflits familiaux, voire des blessures. Et puis euh, même on a des gens qui vont pratiquer malgré la blessure. Donc il peut être un peu problématique parce que très souvent, comme ce besoin impérieux existe toujours, on a aussi très souvent des contextes de surentraînement, alors qui n'arrivent pas forcément toujours dans un contexte d'addiction, hein. Il y a plein d'athlètes qui sont surentraînés parce qu'on a fait une erreur dans la gestion de la charge de l'entraînement, parce qu'on a méconnu une petite maladie, un décalage horaire, des choses comme ça. Mais donc surentraînement ne signifie pas addiction au sport, mais addiction au sport s'accompagne aussi souvent à terme de ces problématiques-là qui s'additionnent, puis qui rendent encore un peu plus difficile la prise en charge. Euh, donc sur les sports à risque, c'est vrai que c'est quand même très souvent plutôt des sports d'endurance, des sports qui peuvent avoir une connotation esthétique, euh, que ce soit le bodybuilding ou les sports à catégorie de poids ou patinage artistique, les sports comme ça, où les gens vont avoir un souhait quand même de modifier leur apparence corporelle, mais même si c'est peut-être pas véritablement acté scientifiquement, mais on a quand même l'impression qu'il n'y a pas, comme dans les troubles du comportement alimentaire, il n'y a pas vraiment non plus de vrais troubles graves de l'image corporelle, dans le sens où, certes, ils cherchent à la modifier, mais
ils n'ont pas une distorsion de la perception de leur image corporelle. Ils sont quand même conscients que s'ils perdent trop de poids, ils vont être moins performants ou se blesser, ou le bodybuilder va pas nous dire non plus je me trouve trop maigre, il est conscient qu'il a déjà une masse musculaire importante mais il veut plus. Donc c'est là où ça rejoint un petit peu plus le comportement addictif. Donc après, ouais, c'est souvent des sports où il y a un gros volume d'entraînement. Curieusement, en tout cas moi personnellement, j'ai pas souvenir de gens dans des sports collectifs. Peut-être parce que la performance dépend un petit peu moins de sa performance individuelle prise isolément. Et peut-être aussi parce que même si la catégorie de sport est un facteur de risque probablement, il y a sûrement aussi des structures psychologiques sous-jacentes de gens qui soit ont un manque de confiance en eux, soit ont besoin de se prouver quelque chose, ou d'être hyper contrôlants dans tout ce qu'ils font et de vouloir faire un peu plus, alors que bon, je pense que le bon footballeur ou le bon joueur de sport collectif, c'est celui qui apprend qu'on peut aussi pas tout contrôler, puis qu'il faut s'adapter aux forces et aux faiblesses des coéquipiers, puis de l'équipe en face. Donc ça, c'est un point assez particulier. Bon, après, ça, c'est les terrains prédisposants, je dirais. Les vrais phénomènes pathologiques sous-jacents, ça reste débattu. On parle beaucoup des endorphines, mais on se rend compte que c'est un peu un faux débat parce que c'est des substances qui sont a priori pas addictives. Si on devait faire le comparaison avec les substances, ce serait un peu comme la cocaïne, il n'y a pas tellement d'addiction physique. Et puis c'est sécrété par des zones un peu profondes du cerveau qui finalement ne diffusent pas dans le reste de l'espace cérébral. Donc c'est probablement plus des substances endocannabinoïdes qu'on trouve dans le chocolat et dans le cannabis, qui sont la cause, en tout cas de la sensation de bien-être qu'ont les gens, qui vient sur un terrain un peu vulnérable. Donc les endorphines, avec les limites que ça, ou les substances endocannabinoïdes tout seul sur quelqu'un qui manque pas de confiance en soi, ça va pas forcément rendre les gens addictifs. Voilà, bon, après le traitement, compliqué. Je dirais que la première chose, c'est déjà de le dépister, parce que c'est vraiment compliqué. Encore une fois, c'est une addiction a un comportement qui est plutôt valorisant, vu comme positif par la société en général. Donc quelqu'un qui court beaucoup ou autre, on a tendance à dire il est courageux, c'est bien, il est en bonne santé. Et c'est même probablement, ça nous biaise un petit peu dans notre perception. On a plus de mal à penser que quelqu'un qui a un comportement qui est jugé comme bon pour la santé puisse en fait avoir des risques à terme pour sa santé. Et puis souvent, il y a un gros déni, ou c'est même caché. On le voit, des gens qui essayent de trianguler un peu, qui disent pas à leur entraîneur la même chose qu'aux médecins, qu'aux psychologues, qu'aux nutritionnistes et autres. Donc y penser, puis après, surtout, je pense travailler en équipe aussi, faire un petit groupe cohérent autour de ça, qui peut donner le même message à l'athlète, et puis se concerter régulièrement quand il y a une petite alarme qui s'allume du côté nutrition. Probablement il y a aussi autre chose qui risque de s'allumer du côté psychologique ou blessure ou surentraînement. Et puis probablement la solution, même si on manque de recul, c'est pas d'arrêter complètement, parce que ça marche pas, et on risque d'être confronté à encore plus de déni de la part de l'athlète qui va couper les ponts, qui ne va pas adhérer à la prise en charge. Donc c'est probablement plus un travail sur sa perception, en tout cas psychologique, de gain de confiance en soi, sur la signification qu'on peut donner à sa performance si on est un athlète de haut niveau, à sa pratique si
si c'est pas un athlète de haut niveau, puis ça existe, c'est loin d'être rare chez des gens qui sont complètement insérés, qui ont une activité professionnelle, familiale normale. Après, la meilleure approche psychologique, là, ça dépasse un peu mes compétences, mais on voit beaucoup de gens parler de prise en charge type thérapie cognitivo-comportementale pour accompagner ce changement-là. Il faut garder à l'esprit que ça peut aussi s'accompagner quelquefois de vrais symptômes dépressifs qu'il faut prendre en charge avec un traitement médicamenteux s'il faut. Mais ça reste une prise en charge plutôt centrée sur un accompagnement psychologique, sur le long cours, sur une modification des perceptions puis du sens qu'on y donne. Et puis, c'est aussi, peut-être ça nous sauve quelquefois pour certains athlètes. Heureusement d'ailleurs, ça peut aussi s'accompagner d'une amélioration des performances parce que on se rend compte que certains athlètes vont soit avoir une mauvaise répartition de leur entraînement avec des proportions d'entraînement à intensité élevée trop importantes. Et puis il y a beaucoup maintenant de données qui nous montrent que chez des athlètes d'endurance qui sont souvent concernés par le problème, à très haut niveau, il y a quand même finalement, même s'ils ont un volume d'entraînement très important, ils ont une proportion de 15-20% seulement d'entraînement à très haute intensité. Et puis on rencontre souvent des athlètes qui vont faire plutôt 50-50 parce qu'il faut que ce soit dur pour progresser. Et la difficulté, c'est que sur le long terme, ça paye, les performances, elles s'améliorent, mais c'est pas en 2 mois non plus ou en 2 semaines, donc il faut arriver à avoir une programmation sur le long terme avec un objectif en espérant qu'il se passe bien pour arriver à concrétiser le fait que peut-être diminuer un peu le volume ou diminuer l'intensité, qui est la cause souvent un petit peu de ces comportements où on veut tout contrôler, puis en faire plus, faire trop bien. Lâcher un petit peu là-dessus permet aussi d'améliorer les performances et puis aussi d'être mieux dans sa tête parce qu'ils vont quand même avoir un peu plus d'interaction sociale, des liens qui sont plus simples aussi avec les entraîneurs, la famille.